Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Souvent, on grandit avec l'idée qu'une famille, c'est sacré. Que la famille, c'est les premières personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Sur lesquelles, normalement, vous ne doutez pas de l'amour puisqu'elles sont censées vous aimer sans condition. Mais si ce n'était pas le cas, si honnêtement la famille, ça n'était pas un cocon rassurant, mais plutôt une source d'angoisse, de culpabilité et de tension. Pendant très longtemps, j'ai pensé que toutes les familles étaient comme ça, que se disputer, être autant dysfonctionnel finalement, c'était ça, c'était normal. Et que tout ce qui était conflit, non dit, critique, c'était dans toutes les familles. Et puis un jour, j'ai compris que c'était vraiment pas normal et j'ai eu ce déclic. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 10 h. Alors comme d'habitude, tu gardes ton pyjama, tu te prends une petite boisson et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de famille dysfonctionnelle, des impacts que ça laisse et surtout comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on a grandi dans un environnement qui parfois nous a fait plus de mal que de bien. Que tu sois en train de regarder la vidéo ou bien si je suis dans tes oreilles, bienvenue sur ce podcast et c'est parti avec ce 5e épisode. Tout d'abord, on va poser les bases de ce qu'est une famille dysfonctionnelle. Et on va pas commencer à passer par 4 chemins. Dans cet épisode, je vais être cash, je vais être sincère au plus possible. Vous allez voir que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, allons-y, mettons les choses à plat. Une famille dysfonctionnelle, il n'y a pas forcément tout le temps, systématiquement, des violences physiques ou de la maltraitance évidente, mais par contre, parfois, c'est hyper subtil. Donc, si vous avez vécu ces cas suivants, vous faites partie d'une famille, enfin, vous vivez dans une famille dysfonctionnelle. Par exemple, il y a des critiques constantes. C'est tout le temps, on va vous dire que tout ce que vous faites, ou vous ou les autres, hein, mais tout n'est jamais assez bien. Peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des choses à redire. Ça va être par exemple, vous êtes là, vous avez fait un super match de basket et il y avait votre famille sur le banc et ils sont là à vous dire ouais, mais c'était bien, mais c'est parce que c'est ton équipe qui a fait les choses. Toi, t'aurais pu faire plus ci, plus ça. Un peu bancal, ça, merci la famille. Donc ça va être des critiques constantes, hein, peu importe ce que vous faites, hein. Ça peut être les notes, ça peut être les relations amoureuses. Les relations amoureuses, ça peut très bien être ah oui, mais peut-être trop bien pour toi, ou ah oui, mais tu mérites pas, ou ah oui, mais non, mais il n'y a jamais rien qui est bien, de toute façon. Ensuite, ça peut être tout ce qui est non-dit et silence hyper lourd. Genre, dès que vous savez que ça va être un sujet qui fâche, vous en parlez pas. Vous ne dites rien et tout est réglé par sous-entendu ou l'opposé complètement. À chaque fois que vous réglez un truc, c'est par dispute. Genre, vous savez que par exemple, moi, enfin, je pense que c'est pas que dans ma famille, mais par exemple, il y avait sujet politique, fallait pas du tout l'aborder avec une partie de ma famille. Et on savait très bien qu'à chaque repas de famille, c'est le sujet qui allait être déboulé sur la table et on savait très bien qu'on allait tout le temps repartir de ce repas de famille fâchés avant l'heure, entre guillemets, de partir parce qu'ils se sont engueulés ou alors ça passe après, mais de toute façon, on sait très bien que on allait manger là-bas, il y allait avoir le sujet de la politique, ça allait se fâcher, ça allait crier, ça allait fuser. C'était le moment où il fallait se mettre dans son coin quand on est enfant, genre va jouer loin et reviens plus tard. Non, non, t'as le droit de pas être d'accord, mais t'es pas obligé de t'engueuler. Ou alors, ça va être tout ce qui est dispute les uns aux autres, enfin, c'est...
n'en parlons pas. Ensuite, il va y avoir, et ça c'est un gros point qui est vraiment pas normal, et si vous vivez ça vraiment, c'est pas normal, c'est tout ce qui est instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que par exemple, dans votre famille, il y a des jours où ça va être génial, on vous aime à la folie et tout, et le lendemain, c'est genre on t'ignore, on te rabaisse. En fait, tout dépend presque de l'humeur de la personne. C'est vraiment cet exemple où bah, vous êtes là dans votre famille et genre, tu par exemple, je sais pas, chez ta grand-mère, ça va être, «Oh, tu génial, machin et tout». Et genre tu vas revenir, la semaine d'après, c'est, «Oh tu fait que des bêtises, c'est n'importe quoi, de toute façon tu fais n'importe quoi de ta vie», non, non. Un autre truc qui est hyper courant d'ailleurs dans les familles dysfonctionnelles, c'est la culpabilisation. Si vous souffrez de ça, la phrase que je vais dire là, elle va vous faire un déclic de fou, c'est: «Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu fais partie de ma famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi, oui, logique. Tu n'es pas censé demander quelque chose en retour. Et toi, pourtant, tu sens le poids d'être reconnaissant. Et pourtant, genre, tu souffres. Moi, j'ai un exemple, par exemple. C'est mes grands-parents qui m'offrent une voiture parce que j'avais eu un accident avec celle que j'avais eue avant. Et genre, péter un câble et que chaque petit truc qu'il y avait, c'était: «Oui, mais tu sais, on t'a offert une voiture». Mais fallait pas me l'offrir si vous étiez là, à tout le temps dire, en gros, le: «Après tout ce qu'on a fait pour toi». Mais si c'est par intérêt, m'offrez pas cette voiture. C'est non, va pas aider quelqu'un si t'attends quelque chose en retour. Ça doit être, donnant-donnant. Genre moi, enfin, que ce soit mes meilleurs potes ou mes proches, demain ils ont besoin de moi, ils me demandent quelque chose, je vais les aider, je vais rien demander en retour. Enfin, non, si je le fais, c'est parce que je t'aime assez, t'as besoin de moi, et bah je suis là. Jamais je vais te dire: «Après tout ce que j'ai fait pour toi, franchement», cette phrase-là, à la limite, tu la sors quand, genre, tu t'es engueulé avec quelqu'un et que la personne vraiment elle était dans l'abus, moi ça là je sors en mode: «Bah, après tout ce que j'ai fait pour cette personne-là, ouais je suis un peu dégoûtée de m'être fait prendre pour le dindon de la farce». Et plus dans cette situation-là que je vais dire ça, mais jamais je vais faire quelque chose par intérêt, jamais. Voilà, c'est ça, c'est faire des choses par intérêt. Non, vous êtes dans la même famille, normalement, il y a pas d'intérêt, genre. Est-ce que, par exemple, tes parents ils vont te demander des trucs et ils vont dire: «Après tout ce qu'on a fait pour toi, bah frère, c'est toi qui as voulu me mettre au monde, débrouille-toi, hein». Moi j'ai rien demandé, hein, j'ai pas demandé à être là. C'est toi qui as voulu me faire. Donc après tout ce qu'on a fait pour toi, ouais, bah je suis désolée, mais c'est toi qui as voulu avoir un enfant, donc tu assumes. Non mais oh. Après un autre truc qui est énorme dans les familles dysfonctionnelles, c'est l'absence de soutien. Genre, quand tes proches, ils sont là, ils voient vraiment que tu vis quelque chose de difficile. Mais genre, comme ça, personne s'en soucie. Voilà, même personne te demande comment tu vas. Mais même si, enfin, tu vois que ça va pas, tu te demandes si ça va, que la personne, elle t'en parle au moins ou quoi. Si elle veut pas t'en parler et qu'elle dit que ça va, ok, force un peu, voir quand même, mais là, c'est vraiment les gens, ils te demandent même pas comment tu vas, genre, ils savent que ça va pas et ils s'en fichent complet. Genre, mais ni, tu fais partie de ma famille, t'es censé t'inquiéter de moi, t'es censé m'aimer, t'es censé m'aider. Point. Et pendant longtemps, moi j'ai cru que tout ça c'était normal, mais mais non, c'est pas juste comme ça les familles, c'est pas censé être comme ça. Si ce discours, malheureusement, il te parle, eh ben reste sur le reste de la vidéo parce qu'on va décortiquer un peu plus. Je vais te dire, moi, ce que j'ai vécu et pourquoi je suis légitime de t'en parler aujourd'hui. Je vais vraiment te donner cash tout mon parcours, toute mon histoire, sans détour, sans blabla, sans langue de bois, sans rien du tout. Si mes proches d'ailleurs regardent cette vidéo, et bah, si vous en faites partie, arrêtez de mettre
le masque et de faire l'autruche. C'est réellement ce qui s'est passé. Donc, on va pouvoir enchaîner. Je vous donne les conséquences de vivre dans ce genre de famille, mon petit parcours, et après je vous explique comment on vire tout ça et on avance. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Grandir dans cet environnement, il n'y a aucune chance pour que vous en sortiez indemne. Clairement, vous ne pouvez pas avoir vécu dans ce genre de famille et vous dire derrière, ça m'a pas atteint. Clairement, je vais vous donner les symptômes, entre guillemets, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais les réactions que ça entraîne, et vous allez voir que on croirait pas, mais on n'y échappe pas. Malheureusement, donc, premièrement, quand vous vivez dans ce genre de famille, vous allez développer de l'hypervigilance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas faire attention à tout. Tu vas anticiper la réaction des autres. Tu vas faire attention à tout ce que tu vas dire, à tout ce que tu vas faire, parce que tu vas vraiment venir faire attention à ce que les autres vont déclencher derrière. Si ça déclenche une dispute, si ça déclenche un conflit, tu vas vraiment venir faire attention à tout ce que tu dis, parce que tu sais, tu as appris que chaque petit truc, ça allait venir faire une dispute, un conflit, une critique. Donc en fait, tu fais attention à tout pour ne vraiment en fait venir instaurer un climat de paix, et tu fais ça avec tout le monde. Moi je sais que par exemple, je vais jusqu'à anticiper des fois des réactions de personnes que je connais pas, genre des clientes ou mes potes ou tout ça, parce que en fait j'ai tellement pas envie de déclencher une dispute ou des choses comme ça, que genre je me dis comment je peux tourner ma phrase pour qu'elle soit pas négative, ou qu'elle paraisse pas comme ci ou qu'elle paraisse pas comme ça, alors que par exemple des fois c'est juste non, j'ai pas envie de sortir, je suis fatiguée, et ben au lieu de le sortir comme ça, je vais trouver une excuse, je vais essayer de faire, ou des fois je me force juste parce que j'ai peur de déclencher une dispute. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Si t'es là aujourd'hui, c'est sûrement que t'es vu la même chose. Autre point que tu vas venir développer à cause de ce genre de famille, c'est la difficulté à faire confiance. La difficulté à faire savoir tes émotions, parce que tu sais que derrière les gens ils vont te dire que tu t'en fais trop, t'es trop sensible, t'es trop... Enfin, non, t'es pas trop, t'es toi déjà, t'as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et du coup, eh ben, tu vas aussi avoir du mal à te dire et à croire que les autres t'aiment pour qui tu es vraiment. Que clairement, les gens t'aiment pour ce que tu es. Et c'est pas normal de, à chaque fois, en fait, comme tu as vécu dans une famille dysfonctionnelle qui t'aimait par intérêt, c'est-à-dire que t'avais ta jolie petite phrase, oui, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà, et ben du coup, comment veux-tu derrière pouvoir faire confiance à quelqu'un qui rentre dans ta vie en te disant, mais cette personne-là, elle va m'aimer pour moi, pour qui je suis vraiment, alors que ma propre famille m'aime par intérêt, en fait. Enfin, c'est pas logique. Si ta propre famille ne t'aime pas pour qui tu es, ou ne t'aime pas inconditionnellement, voilà, comment tu veux que quelqu'un que tu viens rencontrer t'aime inconditionnellement? Tu peux pas lui faire confiance. Tu es obligé de remettre en doute ses sentiments. Ta propre famille ne t'aime pas comme ça. Comment tu veux que quelqu'un que tu viens de rencontrer t'aime comme ça? C'est normal de douter. C'est normal. Et si tu doutes comme ça, si à chaque fois que quelqu'un rentre dans ta vie, tu te dis c'est quand celle-là va en sortir et à me laisser, eh ben sache que c'est normal. Merci la famille. Un autre truc, et ça rejoint la première chose que je disais, c'est l'incapacité de poser des limites. Comme je disais, moi parfois, je dis oui, et c'est pas la première fois que je le dis, je dis oui à plein de choses. Par exemple, sortir en boîte, je l'ai fait millions de fois. Dire oui alors que j'étais
HS où parfois j'en avais pas forcément envie, j'étais pas dans le mood, mais je faisais tout pour les autres et par exemple, à l'époque où je sortais beaucoup, j'avais une de mes meilleures potes qui, elle, en avait besoin, elle en avait envie. Après, on passait des bons moments. Donc, j'étais épuisée physiquement, épuisée mentalement, mais je continuais de sortir parce que, bah, on kiffait toutes les deux. Elle était contente de sortir, ça lui faisait du bien. euh, et bah, du coup, parfois, je disais pas non parce que je la mettais elle d'abord, moi après, on s'en fout. Et voilà, parce que cette personne-là, je lui ai donné tout mon amour. Mais ça vaut pour cette personne-là, mais ça vaut pour d'autres personnes. Ça vaut pour mes proches aussi. Combien de fois, il y a une fois, je peux prendre un exemple, je suis allée aux 50 ans de mariage de mes grands-parents, je savais que j'allais m'en prendre plein la tronche, et je m'en étais déjà pris plein la tronche avant, puisqu'il m'avait dit, surtout tu mets pas un rouge à lèvres rouge parce que ça fait le rouge à lèvres rouge, c'est quelque chose qui, à l'époque, donc il n'était pas rouge pétant, il était rouge bordeaux, et c'était quelque chose qui m'allait très bien. Par contre, le rose, moi qui ai un visage déjà enfantin, m'infantilise encore plus. Il fallait que je mette un rouge à lèvres rose parce que ma grand-mère avait décidé que je mette un rouge à lèvres rose. Mamie, désolée, non. Donc déjà, tu me critiques, je sais que ça va mal se passer. En effet, ils m'ont ridiculisé en me mettant en tout bout de table derrière la table des enfants, en fait, finalement. C'est-à-dire que sur le plan de table, en gros, j'ai été après les enfants les plus jeunes. Vraiment en tout dernier bout de table, histoire de dire, elle est vraiment rejetée complet. On m'a ignoré, machin et tout. Enfin bref, je savais que j'allais passer un mauvais moment, mais j'ai dit oui pour leur faire plaisir, parce que si je disais non, ça allait être tout derrière mon dos, donc autant me prendre tout de face. Donc j'ai dit oui, alors que j'aurais pu dire non ce jour-là. Voilà. Et penser à moi. Écoutez, pas être intelligent partout. Et la dernière chose qui va vous faire vous dire ah, ah bah ouais, j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. En effet, c'est que vous avez le masque de la personne forte. Cette, cette capacité d'avoir appris à encaisser tout, à ne pas se plaindre, à gérer tout seul et à l'intérieur être complètement épuisé. Clairement, si par exemple dans votre famille, vous avez été le parent de votre parent, eh ben sachez que vous êtes dans une famille dysfonctionnelle. C'est pas normal. C'est pas à vous de gérer votre parent. Ils ont été conscients le jour où ils vous ont mis au monde normalement. Donc, sachez qu'ils sont censés vous protéger. Votre famille est censée vous protéger. Votre famille est censée vous soutenir. Et pendant des années, euh, après tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, moi je me suis dit, oh, c'est normal. Et puis un jour j'ai compris. Et je me suis dit que j'étais pas la seule à comprendre. Donc, c'est le moment de vous partager mon histoire. J'espère que ça vous intéresse. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu déjà et qui n'ont pas écouté les autres épisodes de podcast, je vous fais un petit résumé. Ceux qui me connaissent jusque-là, qui ont écouté les autres, je répète un tout petit bout et je rentre un peu plus dans les détails. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous comprendrez pourquoi je suis légitime d'en parler aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris ce qui me freinait dans la vie, clairement. Merci ma psychologue encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager tout ce qui me freinait, tout ce qui me blessait. Et croyez-moi, j'ai retrouvé un document que j'avais écrit en 2019 sur lequel je me plaignais de ne pas me sentir bien, de ne pas être moi, et j'expliquais déjà, enfin j'avais retranscrit et à l'écrit tout ce que je ressentais, tout mon parcours et pourquoi en fait j'étais mal dans ma peau. Et je l'ai relu par exemple juste après d'avoir écrit ce script, donc je l'ai écrit hier soir le script, je vous tourne ce matin la vidéo. Clairement, j'ai lu le truc en me disant, ben ouais, avec le recul, en fait, je comprends d'où tout vient. Il est horrible.
Si un jour vous voulez que je vous partage cette chose, ce serait avec plaisir de vous tourner un petit peu ça en mode un peu documentaire ou quoi. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous êtes arrivé ici et que ça vous intéresse. Je serais ravie de vous partager ma vie comme ça. Parce que aujourd'hui, ce qui m'a détruit par le passé, hein, on va se le dire, est devenu ma force. Et aujourd'hui, ce que j'utilise pour vous partager à vous, ma petite communauté, tout pour devenir la meilleure version de vous-même et d'avoir une belle vie maintenant. Donc, commençons par le commencement. Je vous ai dit que j'allais être cash, donc c'est parti. Tout commence en 1997. Welcome World. Je nais dans une famille bancale. Merci papa qui est alcoolique et maman qui avait failli ne pas se marier à cause de ça, mais qui s'est quand même mariée parce qu'elle a elle-même des traumas et qu'elle n'a pas su dire non à ses parents. Merci papy mamie, vous êtes déjà des gros red flags ambulants, mais passons, arrêtez d'être toxique, ce serait pas mal. Déjà à quel moment on force sa fille à se marier un mois avant le mariage alors qu'elle vous dit hello, j'en ai marre, il est alcoolique, je vais passer une vie de merde. Si ma fille, on a tout prévu, vas-y, tu stresses. Non. Anyways, 4 ans après le mariage, mes parents font un enfant, enfin 3 ans après et 4 ans après je nais. Welcome Marion dans le monde. C'est parti. 2 ans après ma naissance, mes parents divorcent. Mon père a failli mettre le feu à mon berceau. Ben oui, quand on s'endort, la cigarette à la main, parce qu'on est complètement bourré, ça fait des dégâts. Donc ma maman, elle n'en peut plus déjà, elle est à bout. Coco, ça va, ça fait des années que je me trimballe tes bouteilles de Ricard, il y en a ras-le-bol, j'en ai marre, je me casse, je prends ma fille et on se tire. Du coup, ma mère retourne chez ses parents. Oui, c'est ce qu'on fait dans ce genre de cas, mais très mauvaise idée, puisqu'ils commencent à essayer de manipuler à leur sauce, de tout diriger, en fait, de faire que ma mère et moi, on soit leur petit pantin, et de choisir comment on doit vivre notre vie. Ben oui, bah c'est comme ça qu'on fait, ouais. On fait des enfants pour contrôler. Ben oui, tout à fait. Donc, ensuite, très rapidement, ma maman qui était dans une bande de copains rencontre mon beau-père. Et donc, à cette époque-là, commence un week-end sur deux chez papa. Toute petite, je vous avoue que j'ai pas vraiment de souvenirs. Et puis, vers mes 6 ans, je crois, si c'est pas avant, c'est un peu flou et je vous avoue que j'ai pas très envie d'embêter ma maman avec ça pour savoir les dates exactes. Donc, mon papa, toujours alcoolique, a le même problème. Il s'endort H24, ben oui. Sauf que H24, quand tu as un enfant en bas âge, il faut t'en occuper. C'est le concept. Sauf que quand tu sais pas quand est-ce que tu t'endors, que voilà, tu t'en occupes pas, il faut que tu saches que ben, un enfant de 6 ans à peu près, ça mange. Hein, papa, ça mange. Et ça mange pas un pot de Nutella ou des paquets de céréales parce que tu dors et qu'elle sait pas cuisiner et qu'elle ne va pas cuisiner à 6 ans. Donc je ne sais plus pour qui, pourquoi, comment ça s'est passé, mais comme j'étais livrée à moi-même, j'ai dû en parler à ma mère, je sais pas comment, mais voilà. Elle a dû me demander comment s'est passé le week-end, j'ai dû dire que j'étais super contente parce que j'avais mangé du Nutella et des céréales. Et là, ma mère, elle est... Décision du juge, tu n'iras plus toute seule chez ton père puisqu'il est incapable de s'occuper de toi seul. Donc, si il voulait me voir, il était obligé d'aller chez ma grand-mère. Début de l'enfer. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça a été le début de l'enfer, que ma grand-mère a commencé à
me manipuler, puisqu'en fait, c'est pour ça que pour moi, c'était à mes 6 ans, parce qu'en fait, à mes 6 ans, j'ai eu mon petit frère qui est né, donc de l'union de ma maman et de mon beau-père. Et pour moi, ça a commencé en même temps que la naissance de mon petit frère à peu près, c'est-à-dire que ma grand-mère me manipulait, elle me faisait croire que ma maman ne m'aimait pas, que euh, donc mon petit frère venait de naître, donc c'était lui l'enfant parfait puisque c'était avec l'homme de sa vie, enfin tout ça, que bah en fait ma maman elle m'aimait que pour l'argent de la pension. Soit dit en passant, je suis pas sûre je crois que c'était 120 euros. Pas sûre que 120 euros soit grand chose, hein. Elle n'allait pas s'acheter grand chose avec ça. Et en plus, mon père la payait pas, donc voilà. Mais bon, comment vous dire que, en gros, quand on vous fait croire que on vous aime pas, et, et je crois qu'elle enfin, j'ai plus souvenir comme ça, mais de ce que j'ai relu de mon écrit hier, apparemment, elle me faisait même croire que mon père m'aimait pas, donc c'était terrible. Genre vraiment, elle me faisait croire que j'étais un sac d'argent, que j'étais échangeable contre de l'argent et que sinon personne ne m'aimait. Eh bah super! Bah super. Merci. Dommage que tu regardes pas la vidéo parce que j'en aurais des choses à te dire, Mamie. Voilà. Et puis vers 8 10 ans, donc comme je vous disais, je passais un week-end sur deux chez mon papa et je passais une fête sur deux. Donc soit Noël chez ma maman et le jour de l'an chez mon papa, soit le Noël chez mon papa et le jour de l'an chez ma maman. Bref, vous avez compris le concept. Vient une année, Noël est chez ma maman, le jour de l'an chez mon papa, donc chez ma grand-mère. Et du coup, au jour de l'an, on fêtait également Noël avec mon papa. On rattrapait en fait. Et ce jour-là, j'ai une machine à tatouage éphémère, là, vous savez, la petite machine, vous mettiez un stylo, enfin un petit feutre, ça vous faisait un tatouage, et enfin vous aviez des pochons et tout, enfin bref, un truc de l'époque, hein, c'était sympa. Et en fait, il n'y avait pas de pile incluse. Ma grand-mère a cherché, elle n'avait pas de pile. Et mon père dit, bon bah bouge pas, je fais l'aller-retour jusqu'à la maison. La maison c'était il y a 15 minutes en voiture, c'était pas non plus énorme. Il dit, je vais faire l'aller-retour, je vais chercher des piles et je reviens. Spoiler alerte, il n'est jamais revenu. Enfin si, plus tard, mais pas ce soir-là. Et en fait, donc j'en suis lance sympa devant Patrick Sébastien toute seule parce que la grand-mère s'est endormie. Et le lendemain, en fait, j'apprends que mon père a bu, qu'il a causé un accident de dégâts matériels. Personne n'avait rien eu, ça va. Mais bon, un accident quand même. Et dans tout ça, toute ma famille m'a fait porter le chapeau. Bah, c'est pas du tout normal. Est-ce que c'est normal de venir dire à un enfant de 8 ans, non, tout est de ta faute parce que ton père a décidé de picoler et tout est de ta faute parce que t'as été casse-pied à vouloir jouer avec ton jouet. Bordel, j'ai 8 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez offrir un cadeau qui n'est pas fonctionnel à un enfant et venir lui dire que si son père a pas pris de responsabilité, c'est de sa faute. Non mais, je vais péter un plomb. C'est pas normal. Et ça a été toute ma famille du côté paternel qui m'en a voulu pendant des années parce que c'était de ma faute s'il avait eu un accident. Genre, frère, est-ce que c'est moi qui ai pris le volant, qui l'ai arrêté chez son pote, qui lui a dit vas-y, resserre-moi des verres, et qui a repris le volant derrière? C'est moi qui ai été inconsciente là? C'est moi qui ai pris la décision? Je crois pas, non. Je crois pas. Désolée, je m'énerve pas contre vous, mais Ah! Ça me sort des tripes. Malgré tout ça, j'ai vécu toute mon enfance. Donc, comme vous le savez, j'avais ma mère, mon beau-père
mon père. Ça fait 3 côtés de famille. D'accord? J'ai la chance d'avoir 3 côtés de famille. Il y en a pas un de fonctionnel. Il y en a pas un qui est propre. Toute mon enfance, j'ai vu ma mère qui parlait plus à son propre frère, donc mon parrain, mon tonton, mon parrain. Elle lui parle plus parce que pendant le jugement du divorce, il a menti sur le fait que mon père était un alcoolique et il a pris sa défense. Forcément, ma mère, elle l'a là. Je suis en train de me battre avec mon ex-mari pour avoir la garde de ma fille. Toi, tu mens sur sa condition d'alcoolique pour qu'il l'ait. J'aimerais pas voir ce que ma vie serait devenue si la décision du juge avait été de me mettre chez mon père. Au secours. Donc ça, c'est pour le côté maternel. Sans compter les grands-parents, du coup, le retour, qui sont hyper cool avec moi, mais parce qu'ils ont plein d'arrière-pensées, parce qu'ils veulent contrôler ma vie, parce qu'ils veulent tout gérer, parce qu'il faut que je sois leur petite marionnette. Non, no way, merci, mais c'est sans moi. Du côté de mon paternel, c'est pas mieux, hein, avec notre super grand-mère qui revient, qui fait, elle, des potins. Et en plus, elle appelle ça comme ça. Oh, gna gna gna, la famille, c'est que des potins. C'est toi qui crée les potins. Il va falloir que je censure beaucoup de mots dans cet épisode de podcast. Je suis navrée. Donc voilà, ma grand-mère qui est d'une toxicité plus, qui crée des histoires entre tout le monde. Ouais, t'as vu, machine, elle a dit ça, nanani, nanana. Oh, je suis pas d'accord, hein, mamie. Tata, machin, elle a fait ci. Voilà, hein. Et ensuite, pour terminer, le clou du spectacle, même la famille de mon beau-père, il y avait des disputes à propos de vol. C'était encore moi le problème dans cette histoire d'ailleurs, alors que je m'étais fait voler. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini dans tout ça, l'épisode il va durer 3 heures tellement j'ai des choses à dire sur ma vie. Ensuite, donc, vient mon adolescence, j'ai mon premier petit ami qui, lui, a débloqué total dans son cerveau. Il était pervers narcissique. Il m'a clairement éloigné de ma famille, c'est-à-dire que ma maman, à une époque, était à l'hôpital. Elle était malade. Ma maman, ça fait 25 ans qu'elle est malade. Donc, en fait, à l'époque, elle était à l'hôpital. Et en gros, il me faisait... il faisait exprès, en fait, de créer des disputes la semaine quand j'étais à l'internat et le week-end quand je devais rentrer chez mes parents. Du coup, c'était ouais, bah t'es obligé de venir chez moi parce qu'il faut qu'on règle cette dispute et tout. Tu sais, si tu veux me voir, il y a d'autres manières de me le dire. Si tu m'aimes aussi, il y a d'autres manières de me le dire. Et du coup, moi, par peur de le perdre, parce que c'était toute ma vie, je me mettais dans des états pas possibles et je préférais me prendre la tête avec mes parents, puisque j'étais persuadée qu'ils ne m'aimaient pas, que de me prendre la tête avec mon chéri, dont j'étais persuadée qu'il m'aimait. Donc du coup, mes parents, au bout d'un moment, logique, ils pètent un plomb et ils me disent «Porte». À ce moment-là, mes super grands-parents qui contrôlent tout me recueillent. Et là, donc on est en 2017, grosse rupture donc avec ce mec. Et donc du coup, je vis chez mes grands-parents et c'est la dépression. Mais vraiment la dépression totale. Je fais en plus de ça de l'anorexie. Mes grands-parents, c'est je vois rien, je suis aveugle, non, non, non. Personne ne voit rien, hein. Tout le monde me voit maigrir à vue d'œil. Personne ne voit rien. Et pourtant, je suis dans un mal, mais absolument. Tout le monde s'en fout. Et puis, du coup, bah, comme j'étais dans le mal, je sortais beaucoup avec ma meilleure amie. Alors, je sortais beaucoup. On sortait en journée, on allait se balader, on faisait des activités, on mangeait au resto. Et en fait, on mangeait au resto, fast-food, hein. Et je rentrais genre vers 22 heures et tout. Et un jour, ma meilleure amie a une maladie. Et un jour, sa maladie, voilà, bah, elle fait un peu souffrir. Et du coup, c'est moi qui conduis pour rentrer et tout chez mes grands-parents. Sauf que, du coup, on avait pris un peu plus de temps sur les habituellement 22 heures auxquelles je rentrais. J'avais dépassé, je crois que j'étais rentrée à 22h15, 30, quelque chose comme ça.
Et en fait, je m'en suis pris plein la tronche. En mode, «Ouais, tu nous utilises, et tout machin», et ils m'ont mis dehors. OK, donc je suis dans le mal, personne ne voit rien. J'essaye de faire des choses qui me font du bien et il me fait mettre dehors, encore une fois. C'est là où ça rejoint le normalement vos proches sont censés vous aider, voir quand vous allez pas bien. Bah non. Et donc je suis obligée d'aller vivre chez mon père et en plus de ça, mon père est toujours alcoolique, j'en ai honte. J'ai pas envie d'aller chez lui parce que je sais qu'on va faire que de se disputer et j'y vais quand même, j'ai pas le choix. Sachez que la première nuit, avant d'aller chez mon père, j'ai quand même hésité à dormir dans ma voiture. Voilà, ouais, on en est à ce niveau-là. Et du coup, finalement, je plonge encore plus dans la dépression et dans les TS. Voilà. Et puis, l'année se passe, donc on est en 2018. Et puis j'en ai marre, franchement, du jour au lendemain, je dis à mon père: «Écoute, arrête de me mytho, c'est bon, j'ai 20 ans, heu, au bout d'un moment, je sais ce qu'est l'alcool, tu es alcoolique, fais quelque chose». Bien sûr, rentrer dans l'art comme ça, un alcoolique, n'est pas la bonne chose à faire. Bien évidemment, il est dans le déni, on se dispute. Pour qu'il comprenne les choses, je ne lui parle plus. Lui, il continue de m'appeler, moi je lui réponds plus. Très mauvaise idée. Il est décédé quelques mois après et à son décès, à son inhumation, pour clouer la boucle de la famille hyper dysfonctionnelle, ma grand-mère est passée toute la journée comme si c'était sa femme. Clairement, j'avais l'impression de voir la femme de mon père et moi, je n'existais pas. Ce jour-là, tout le monde m'a rejetée. La personne qui faisait l'inhumation ne savait même pas que mon père avait un enfant et tout le monde m'a laissée dans un coin. Alors que certes, je pense que tout le monde était triste, mais pas autant triste non plus qu'un enfant qui perd son papa, avec qui elle venait de se disputer pour le protéger. J'avais dit de pas pleurer, c'est mort. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là, on essaye de protéger l'enfant de la personne qui vient de décéder. Et non, là, ils ont fait l'écraser encore plus. C'est drôle. Et ce qui est bizarre, c'est que de tous les côtés de ma famille, ça a toujours été la culpabilisation, en fait. Tout est toujours de ma faute. Peu importe. Côté maternel, côté paternel, c'était toujours la faute de la petite Marion, hein. Bah oui, forcément, elle est trop gentille, donc ça a toujours été moi, le problème. Mais aujourd'hui, ma maman et moi, on est hyper soudés, on se parle tous les jours, on s'appelle tout le temps parce que je suis un peu loin d'elle. Mais quand je peux, je vais la voir et je vais la voir avec mon fils. Je parle plus trop à tout le monde, hein, et elles non plus, hein, d'ailleurs, que ce soit mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Je parle plus trop à personne. Sachez qu'aujourd'hui, en tout cas, je vais mieux et c'est cool. Parlons maintenant des choses un peu plus joyeuses. C'est comment sortir de tout ça et comment se réparer, se reconstruire après ça. Je vais être honnête, c'est pas facile. Il va falloir euh, du courage, du cran, mais c'est possible. Clairement, c'est possible. J'en suis la preuve. Je pense que là, vous avez assez la preuve que c'est possible. Déjà, première chose, et ça, c'est pas l'étape la plus facile, il faut reconnaître que vous avez vécu ça. Et honnêtement, hein, si je vous ai versé une larmichette là, dites-vous que j'ai versé je sais pas combien de larmes devant la psychologue quand je m'en suis rendu compte. C'était dur.
Et il a fallu qu'elle soit là pour que je m'en rende compte. Et à mon tour aujourd'hui, je vous aide à vous en rendre compte. Donc sachez que c'est pas normal de vivre ça, que vous pouvez le reconnaître, hein. Il n'y a aucun mal. Reconnaissez-le, hein. C'est pas de votre faute. Et non, toi qui es derrière ton écran ou qui est en dessous de ce casque, non, tu n'exagères pas. Non, tu n'es pas trop sensible. Oui, ce que tu ressens est légitime et ce que tu ressens n'est pas normal. Apprends, même si c'est pas facile, à poser tes limites et à dire non. Parce que clairement, t'es pas obligé de répondre aux appels qui te font du mal. Tu sais, j'ai été la première, hein. Quand ma grand-mère, elle m'appelle à répondre, à savoir que j'ai passé un mauvais quart d'heure, que ça va me saouler, mais que je fais l'effort pour lui faire plaisir. Non, je l'appelle plus. Je veux plus en entendre parler. Et quand elle m'appelle, maintenant, je ne décroche pas. Et des fois, je faisais même semblant de ne pas avoir mon téléphone et de laisser sonner. Non, laisse tomber. Arrête. Arrête de te justifier. C'est difficile, hein, mais c'est indispensable. Coupe. Coupe les ponts. Je sais que ça va te faire mal. Je sais que toi, t'as aimé ces personnes inconditionnellement parce que c'est ta famille. Mais c'est pas pareil de leur côté. Et dans la vie de tous les jours, tu vas pas te forcer à aimer un ami ou un partenaire qui veut pas de toi. Ah, c'est pareil avec ta famille. Ils veulent pas de toi, laisse-les partir. Rien à faire. Il faut que tu apprennes aussi que malheureusement, on ne change pas les gens. Et sa famille, c'est pareil. Ils font partie des gens. Ils font partie des 7 milliards de personnes sur Terre. Ils sont comme les autres. On les changera pas. Clairement, c'est peut-être la partie la plus dure. Mais ils comprendront jamais, en fait, ce que tu as vécu. Ils s'en foutent. Et ils vont pas changer. Et sache que c'est pas à toi de les réparer ou de les sauver. On s'en fout. Laisse-les partir. Laisse-les vivre leur vie comme ils l'ont décidé. Vis la tienne. Vis à fond. Sois heureuse. Ou heureux, parce que je sais qu'il y a des limites. Et clairement, la meilleure chose à faire, c'est de se créer sa propre famille. Et moi, je le savais dès que j'étais jeune. Dès que j'étais toute petite, j'avais qu'une envie, c'était de devenir maman. Parce que j'avais l'impression que ma maman ne m'aimait pas. Et je me suis toujours dit, bah, si ma famille ne m'aime pas, moi, je créerai une famille que j'aimerais. Et aujourd'hui, que ce soit moi ou que ce soit toi, tu peux te construire une vraie famille. La famille que toi, tu choisis. Celle qu'on se construit finalement tout au long de sa vie. Avec des amis, des partenaires, des gens qui nous respectent et qui nous aiment clairement sans condition. Eux. Quand je dis que moi, mes meilleures amies, elles étaient au baptême de mon fils, c'est parce que pour moi, c'est ma famille. Pas mes amis. C'est ma famille. Elles sont dans ma famille. Elles tutoient mes proches. Elles tutoient mes parents. Elles se connaissent, elles envoient des cœurs. Elles tutoient mes beaux-parents. Elles font partie de la famille. Elles font partie de la famille. Et je les ai choisies. Voilà. C'est simple. La dernière chose, pour conclure vraiment cette partie, c'est de se libérer de la culpabilité. Comme je te disais, tu as le droit de t'éloigner et de protéger ton énergie. T'es pas le sauveur de ta famille, hein. Va-t'en. Fuis. Sois égoïste et pense à toi. Clairement. Donc je savais que cet épisode serait très lourd et très long, mais pour terminer sur une note un peu plus légère, sache que si toi aussi tu as grandi dans ce type de famille dysfonctionnelle, bah, tu mérites d'être aimé sainement. Tu mérites clairement le respect. Tu mérites de vivre en paix et pas en stress avec tes proches. Sache que tu n'es pas obligé de porter le poids des blessures des autres aussi. Vraiment. Avance, trace ta route, sois heureux, sois heureuse. Et sache que la communauté des Glow Girls sera toujours, toujours, toujours ouverte si tu as besoin. Je suis là, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram, auquel vous pouvez m'envoyer des petits messages. Sachez que je suis présente, je suis dispo, je suis là pour vous aider, je suis là pour avancer, je suis là pour être votre soutien, je suis là pour être vos yeux et vous les ouvrir
pour ceux qui ont des petites lunettes, qui ne voient pas forcément les choses, qui s'en rendent pas compte. Sachez que je suis passée par là, sachez que c'est pour ça que je vous aide chaque jour. Et que c'est pour ça que vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas si vous voulez, donc que ce soit en commentaire ou en message, si vous avez vécu ce genre de choses, à nous partager votre histoire, à nous partager également comment vous gérez ce genre de situation. Si cet épisode également t'a aidé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un, tu sais, qui en a énormément besoin. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, clairement, pour ne plus rien rater des autres épisodes. Et si t'es arrivé jusqu'ici, donc jusqu'au bout de l'épisode, je te donne une petite anecdote bonus. Si tu l'as remarqué pendant l'épisode, j'ai dit que je m'appelais Marion et pas Anitka, comme partout sur tous mes réseaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Annika, c'est mon deuxième prénom. C'est-à-dire que Marion est le prénom de mes deux grands-mères. Évidemment. Pas les meilleures personnes sur cette planète, mais bon, c'était courant à l'époque. Et donc Annika, c'est celle qui m'a manipulée, celle qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a détruit, hein, clairement. Celle qui, voilà, a fait en fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, qu'aujourd'hui j'utilise mon histoire comme une force. Donc j'ai décidé d'utiliser ce nom. Ce nom que je n'ai pas beaucoup vu ailleurs. D'ailleurs, elle-même ne se fait pas appeler comme ça, elle l'a raccourci, elle s'appelle Anita maintenant. Enfin, officieusement. Tout le monde l'appelle Anita et pas Anitka. Et honnêtement, je le trouvais plutôt joli. Et j'avais envie de donner une signification positive à ce prénom, puisque clairement maintenant, c'est devenu ma force et plus ma faiblesse. À dimanche prochain pour un prochain épisode sur ma chaîne.